Bonjour à tous et je vais me présenter vite fait. Je m'appelle Nicole Lelarge et je suis à Montpellier, à Trait d'Union. Je fais un stage de fin d'études et je finis mon master 2 en coopération internationale et en développement. Et alors, je vais vous présenter mon analyse pour vous aider à l'appuyer à la structuration du réseau francophone des boutiques des sciences. Et alors, je vais vous présenter en premier le contexte qu'on m'a donné pour un peu découvrir l'univers des boutiques des sciences. Il y a un réseau francophone des boutiques des sciences qui rencontre des difficultés pour se structurer. Alors, je me suis posé deux questions principales de comment structurer durablement le réseau francophone malgré son caractère informel et ses ressources limitées, et quels outils peuvent être mobilisés pour surmonter les contraintes organisationnelles. Alors, je me suis centrée dans un premier temps dans l'étude et le fonctionnement des boutiques des sciences, en ayant à l'esprit leur diversité des pratiques, et j'ai identifié des obstacles et les circonstances qui ne laissent pas avancer le réseau pour chercher des outils et les moyens pour parvenir à une meilleure structuration. Alors, je vous ai mis une liste de mes objectifs du stage. C'était du recensement, de la prospection, de l'aide à la mise en place d'un centre de ressources, d'appui à la communication et surtout d'accompagner les membres en vue de structurer et repenser le réseau. Et alors, pour la méthode que j'ai mise en œuvre, ça a été un peu euh, en étapes. J'ai commencé en premier avec de la prospection. Après, j'ai fait des études de cas pour après avoir enfin un contact direct avec les membres par le biais d'entretiens. J'ai par exemple, pour la prospection, j'ai fait des recensements de chaque site web des boutiques des sciences pour identifier s'il existait des éléments qui manquaient, identifier aussi les points à valoriser de chaque site web. J'ai créé aussi une rubrique type boîte à outils pour mettre sur la page, sur le site internet. J'ai aussi fait des recherches bibliographiques et j'ai élaboré une liste de pistes à explorer et des obstacles qui m'ont aidé après pour les entretiens. J'ai aussi fait des études comparatives des réseaux, des études comparatives entre des boutiques des sciences, par exemple sur des thèmes de recherche participative et sur le recueil des demandes sociales. Et j'ai eu une petite précision à faire. Il y a un grand nombre de boutiques des sciences dites du Sud qui sont en construction, mais en réalité fonctionnent en statut de projet ou en attente de validation légale. Et j'ai enfin réussi à avoir des entretiens. J'ai eu 18 personnes de divers pays, comme vous pouvez le voir, et je tiens à remercier mes membres qui m'ont accordé de leur temps. Ça m'a aidé beaucoup pour avancer à cette analyse. Et alors, pour réaliser cette analyse, j'ai utilisé un logiciel qu'on nous a présenté ici à Trade Union qui s'appelle Qualcoder. C'est un logiciel pour faire du codage et de l'analyse qualitative. Et c'est grâce à ça que j'ai privilégié en quatre catégories et les éléments plus fondamentaux pour la structuration du réseau. Alors, j'ai fait une différence entre la typologie et le fonctionnement, les parties prenantes, le développement de la recherche participative, la pérennisation et la structuration des VDS. Et dans ces quatre catégories, j'ai repéré des codes pour l'analyse des entretiens. Par exemple, avec des enjeux, avec des attentes du réseau, des entreprises, la définition de la recherche participative. Et enfin, je me suis lancée dans l'analyse de ces entretiens. Et pour ça, j'ai pris mes catégories et j'ai identifié, par exemple, la diversité des boutiques des sciences, la visibilité, les ressources humaines, le lien qu'ils ont avec les institutions, les enjeux qu'ils ont chaque BDS, le financement, quel type de financement ils font face, le lien avec la société civile en général, ça peut être des ONG, des associations, des collectifs citoyens. J'ai aussi fait une petite analyse sur la perception de définition de la recherche participative. Et j'ai aussi repéré les difficultés rencontrées du réseau en soi, du réseau et de la communication, la diversité des pratiques des boutiques des sciences et le lexique en général qui est mis en place. Et je vais parler aussi des déséquilibres des boutiques des sciences du Nord et du Sud. Et enfin, je vais vous présenter des stratégies de développement et des points de discussion. Alors, pour commencer, je vais vous présenter quelques idées de typologie. C'est pas tout, évidemment, c'est pas les 18, mais j'ai pris les plus importantes qui reviennent beaucoup de la diversité des boutiques des sciences et je recueille les divers points de vue des boutiques des sciences pour vous montrer justement la variété qui existe. Par exemple, les boutiques des sciences, elles sont vues comme des espaces de soutien de l'interdisciplinarité et de la recherche co-construite en impliquant les acteurs non académiques. Aussi un espace d'encouragement relationnel avec les acteurs académiques,
Les boutiques des sciences, elles sont vues aussi comme un espace d'appropriation de la problématique soulevée par les demandeurs, de traduction et de réflexion des besoins sociaux. Et c'est aussi un espace d'ouverture de perspective des chercheurs à travers de l'intermédiation scientifique. C'est un espace de soutien et de dialogue avec les parties prenantes, un espace de promotion de l'open access et de développement des savoirs locaux, de formation et expertise et de collaboration avec les étudiants, les chercheurs et les non-académiques. Alors, je pense que c'est très important de comprendre la perception de chaque boutique de sciences pour non seulement voir la diversité, mais aussi apprendre à se connaître les uns des autres. Il est aussi important de mettre en avant les conditions de visibilité des boutiques des sciences et le constat est le manque de visibilité de certaines et la limite si cette dernière est très importante. Alors, j'ai fait la différence entre les boutiques des sciences du Nord et les boutiques des sciences du Sud. Et j'ai pris deux catégories, c'est la capacité de se rendre visible et la possible méfiance qu'il y a envers le dispositif. Alors, pour la boutique des sciences du Nord, il y a une capacité à gérer des nombreux projets, souvent très sollicités. Il y a des moyens, ils ont des moyens pour faire de la communication. Par exemple, ils ont la capacité d'avoir un logo propre, un site web propre. Ils mettent en place des événements grands et importants. Et ils ont une appel à manifestation d'intérêt répandu et une forte présence dans le réseau. Par contre, pour les boutiques des sciences du Sud, il y a très souvent, pardon, une ignorance des communautés envers le dispositif, une incompréhension des institutions. Souvent, les institutions, elles ne veulent pas même intégrer des boutiques des sciences parce qu'elles ne comprennent pas à quoi ça sert. Il y a un déficit de communication du fait du manque des moyens. Du coup, elles décident de s'appuyer dans le privé et dans les étudiants. Et concernant la méfiance envers le dispositif, généralement, en Nord, il y a une grande confiance, il y a des sollicitations très courantes, des très bonnes relations avec les institutions publiques et un recueil de demandes sociales très efficace. Pour les boutiques des sciences du Sud, il y a une méfiance du public parce qu'ils ne comprennent pas comment est fait le projet et si c'est vraiment ciblé pour la société. Ils pensent plutôt que c'est un côté scientifique. Il y a aussi une non-acceptation de la part des universités. Comme je vous ai dit, plusieurs universités ne veulent pas faire partie de la mise en place d'un dispositif. Et les recueils des demandes sociales sont souvent faites d'une manière très différente, avec un déplacement au terrain allant à la recherche des collectifs. Alors, en général, pour les boutiques des sciences du Nord, il y a de la visibilité, mais des difficultés à gérer un nombre important de projets par manque de moyens et des boutiques des sciences du Sud, il y a peu de visibilité et ils peinent à trouver un appui pour se faire connaître auprès de tous les collectifs et de la société civile en général. Concernant les ressources humaines, il y a une différence un peu grande entre les boutiques des sciences du Nord et les boutiques des sciences du Sud. Au Nord, il y a une organisation très solide avec une équipe diverse. Parfois, on trouve des étudiants, des chercheurs, des collectivités, des associations, même des comités de pilotage et des comités scientifiques dans les boutiques des sciences. Et des alternants, des stagiaires ambassadeurs, parfois un comité de sciences société même pour renforcer l'ancrage local. Mais dans les boutiques des sciences du Sud, il y a un manque de soutien institutionnel, surtout c'est les universités qui sont parfois opposées à cette ouverture du fait de la méconnaissance et fonctionnent grâce à une personne. La grande majorité de fois, c'est des volontaires ou des partenaires externes qui restent là, mais ça reste très fragile parce que c'est deux ou trois personnes qui sont à la charge d'une boutique des sciences entières. Maintenant, le lien avec les institutions. Concernant le lien des 18 entretiens, la grande majorité évoque que cette relation, c'est un facteur favorisant pour le développement de la boutique des sciences. Et j'ai alors décidé de répartir les remarques en quatre grands points: la légitimité, les ressources, l'adaptabilité et le financement. Alors, concernant la légitimité, le rattachement à l'université est vu vraiment comme un facteur de forte légitimation du dispositif, particulièrement pour des projets à vocation scientifique et citoyenne. Et l'intégration dans une institution publique est aussi un atout stratégique pour mobiliser des acteurs externes en renforçant la crédibilité du dispositif. Mais il existe quand même des tensions concernant cette légitimité. Par exemple, l'absence d'un cadre institutionnel pour remettre en cause la légitimité des initiatives. Je cite, en dehors de l'université, il y a plus de liberté, mais moins de crédibilité. Alors, ce cloisonnement académique est parfois évoqué comme un frein à l'ouverture vers la société civile, malgré une volonté vraiment d'inclusion. Et dans les contextes où l'institution est très politisée, notamment dans les boutiques des sciences du Sud, cette légitimité peut être mise à mal ou vidée en soi de sa substance.
Concernant les ressources, l'université fournit vraiment un accès privilégié aux ressources humaines et intellectuelles. Par exemple, on a à la disposition les chercheurs, des compétences et un réseau disciplinaire. Et il permet également d'accéder à des réseaux d'échange et de coopération scientifique, ce qui peut vraiment renforcer les dynamiques collaboratives. Mais parfois, certaines ressources sont sous-exploitées ou mal réparties, notamment dans les universités du Sud, à nouveau, avec des problèmes structurels, par exemple d'infrastructure, de bureaucratie. Et l'environnement universitaire peut aussi générer une forme d'entre-soi qui limite l'ouverture vers d'autres types de savoirs. Concernant l'adaptabilité, le statut universitaire donne une grande liberté académique pour expérimenter, par exemple, et le cadre institutionnel est souvent souple. Mais le problème, c'est que l'université, parfois, elle peut être mal adaptée aux enjeux contemporains, notamment en matière d'interdisciplinarité ou de travail avec la société civile. Et dans certains contextes, cette lourdeur administrative ou la politisation bloque la réactivité pour mettre en place des projets. L'institution aussi peut être un frein à l'agilité et à l'innovation, surtout lorsqu'il y a des règles qui sont très rigides ou qui sont peu claires. Concernant le financement initial par l'université est souvent très important pour lancer les projets. Je cite, c'est grâce à l'université qu'on a pu lancer des projets tout en conservant une certaine autonomie. Mais on trouve à nouveau des tensions. Par exemple, les budgets universitaires sont souvent très limités et il existe des déséquilibres de priorités financières, par exemple avec des démarches concurrentes qui influencent la faisabilité des projets dans les boutiques des sciences. Maintenant, je vais vous exposer les divers enjeux qui font face les boutiques des sciences. J'ai repéré 8 enjeux principaux. Il y a un manque de compréhension externe, c'est-à-dire qu'il y a des mécanismes et le fonctionnement des boutiques des sciences sont mal compris par les acteurs extérieurs, ce qui peut compliquer la reconnaissance. Il y a des ressources limitées, notamment des moyens financiers très insuffisants, ce qui freine le développement et la pérennité. Il y a une faible intermédiation scientifique. Être soumis aux logiques de labellisation peut nuire à l'autonomie des boutiques des sciences. Il y a aussi un manque de dispositifs d'intermédiation pour faire le lien entre sciences et société. Il y a peu de capitalisation post-projet. Les résultats des projets ne sont pas suffisamment consolidés ni valorisés, ce qui peut limiter les apprentissages collectifs et l'impact à long terme. Il y a aussi des tensions entre les chercheurs et les demandes sociales. Là, les chercheurs sont parfois réticents à traiter certains sujets ou ne sont pas du tout disponibles selon les besoins des communautés. Il y a un problème de soutenabilité très fragile. Les boutiques des sciences ont une difficulté pour assurer la continuité, notamment en raison du turnover et des changements de gouvernance et un manque de structuration à long terme. Et on trouve aussi un cadre temporel inadapté. En effet, la mise en place des recherches participatives est difficile dans des délais contraints. Surtout les attentes entre les chercheurs et les sociétés civiles ne sont pas alignées. Par exemple, on trouve souvent des cas où les stagiaires ont une disponibilité de 6 mois, mais un projet a la nécessité de durer au moins 1 an, voire 2 ans. Et il y a un contexte particulier du Sud. Dans les boutiques des sciences du Sud, plusieurs facteurs sont très importants, comme l'instabilité locale, la préférence d'avoir un contact direct avec les communautés plutôt que via des associations, et la nécessité de pluridisciplinarité qui pose des défis spécifiques pour l'action des boutiques des sciences. Et j'ai repéré aussi 5 catégories des parties prenantes avec qui travaillent les boutiques des sciences. Alors, je vais vous parler un peu de quelles sont ces parties prenantes. En premier, les institutions publiques. On trouve des collectivités territoriales, par exemple les métropoles, les municipalités, les mairies, l'ADEME, la MSH. Il y a des institutions de santé et services publics aussi, le CHU, l'EHPAD, le ministère de l'Éducation nationale. On trouve aussi des partenaires institutionnels spécifiques, par exemple la police ou même la principauté de Monaco. Et leur rôle, c'est essentiel au moment de la visibilité, du financement, d'un poids politique et un bon déroulement des projets dans les boutiques des sciences. On a ensuite les associations, des grandes associations comme la Croix-Rouge ou des structures à large échelle. Il y a aussi des petites associations. Là, le lien est plus difficile à établir parce qu'elles sont plus petites et elles manquent des ressources. Et on a même des associations thématiques. Il y a des boutiques des sciences qui travaillent avec des associations féministes, voire des syndicats aussi.
Et l'objectif est notamment d'identifier les besoins de l'intérêt général et travailler sur des causes sociales précises. On a aussi les chercheurs, ils sont très importants pour préserver un lien fort avec eux, notamment pour la validation scientifique et l'accompagnement méthodologique. On a aussi les étudiants, ils ont une implication via les mémoires, les stages, les travaux dirigés. Et dans certains dispositifs, il y a des formations et des cours sur les enjeux sociaux communautaires pour justement aider les collectifs en général. Et les étudiants vont participer à cet ancrage dans la boutique des sciences. Et il y a un double objectif entre les étudiants et la boutique des sciences. Ça va être un objectif de formation d'une part et de contribution à la recherche participative d'autre part. On a enfin les communautés. Et les communautés, on trouve des acteurs locaux et citoyens, parfois prioritaires dans certains contextes. On a des organismes communautaires et culturels, par exemple des établissements scolaires ou des structures culturelles. Et c'est aussi un moyen d'avoir la possibilité d'accès à des populations vulnérables. Il y a toujours la logique d'intérêt général et de co-construction de la problématique à traiter. Et je vous ai mis en petit les entreprises parce que bah, on veut savoir quoi faire avec le privé et les entreprises. Et notamment dans les boutiques des sciences, il y a des liens de fondation qui commencent à se créer. Notamment les fondations, elles vont être liées au gouvernement. Ça, on le voit surtout dans des pays du Sud. Il y a des partenaires privés qui commencent à travailler avec les boutiques des sciences de plus en plus et des entreprises à but non lucratif aussi qui sont présentes. Concernant le financement, bah, il est toujours un obstacle majeur. Et c'est pour ça que je vais vous présenter 4 types de financement que j'ai repérés dans les interviews. En premier, on a le financement public. Et les BDS, ils vont s'appuyer principalement de ces financements publics, comme je vous avais dit, l'ANR, l'ADEME ou les métropoles, qui sont perçus comme légitimes pour soutenir l'intérêt général. Mais il y a plusieurs obstacles qui sont relevés. Par exemple, la lenteur administrative. Les démarches sont très longues et complexes, ce qui peut freiner les projets. Il y a une durabilité incertaine. En effet, il est difficile d'obtenir des financements significatifs et stables pour la durée. Et il y a une dépendance au label. Une trop forte dépendance au dispositif de labellisation peut fragiliser les boutiques des sciences, surtout si les critères vont évoluer ou si la labellisation va être retirée. On a des financements privés. Certains boutiques des sciences envisagent de faire des partenaires avec des acteurs privés, notamment des fondations et des entreprises faisant partie de l'économie sociale et solidaire. Et ces options sont acceptables sous certaines conditions. Par exemple, un alignement de valeurs, donc respecter les principes de l'intérêt général, une clarté des contreparties, parce qu'il y en a toujours des contreparties et toute forme de partenariat doit avoir un cadre clair et défini. Et il y a aussi l'option des donations qui apparaissent comme une piste complémentaire, mais qui est très peu développée. On a aussi le cofinancement. Le cofinancement, c'est quand plusieurs parties participent ensemble à financer un projet. Et plusieurs boutiques des sciences expriment une volonté croissante de justement diversifier les ressources de financement en intégrant des acteurs économiques ou non académiques. Et il est possible de s'inspirer d'exemples de pays divers où les fondations privées collaborent avec le gouvernement, que je vous avais dit, et ce qui permet de sécuriser des financements mixtes en maintenant tous les missions des services publics. Il y a aussi un nouveau segment financier pour éviter d'avoir trop de limites, et c'est l'idée de repenser le modèle économique, par exemple via des nouveaux marchés pour les associations partenaires, pour justement valoriser les compétences des boutiques des sciences. Par exemple, valoriser l'accompagnement de projets citoyens, valoriser les formations, valoriser des médiations scientifiques, et ou la possibilité de faire des modèles hybrides. Là, on aura des financements publics, privés et des donations pour peut-être repenser un moyen de financement. Là, j'ai demandé aux membres des boutiques des sciences de me donner une définition personnelle de ce qu'est la recherche participative. Je vous ai mis quelques exemples. Et les membres mettent en avant plusieurs facteurs. Par exemple, l'implication des partenaires ou co-chercheurs. On donne aussi une importance à le fait de partir des besoins et des attentes selon une logique de type bottom-up. Les questions viennent des citoyens puis sont transmises aux chercheurs. La recherche participative est aussi perçue comme un moins cadré que dans la science citoyenne traditionnelle.
Les citoyens peuvent participer à la définition des enjeux, à l'élaboration des questions de recherche, à la proposition des méthodologies. Elle est aussi perçue comme une recherche faite pour et par les communautés. Et de toutes ces définitions, il y a plusieurs points en commun qui sont relevés. Par exemple, l'implication active des non-académiques. Il y a des citoyens, des communautés, des acteurs de terrain qui sont pleinement engagés, pas seulement consultés. Il y a la participation à toutes les étapes. Les parties prenantes vont intervenir tout au long de la définition de la problématique jusqu'à l'analyse et la diffusion des résultats. Il y a une co-construction et une parité des savoirs. Les savoirs scientifiques et ceux issus de l'expérience sont mis sur un pied d'égalité dans une démarche collaborative. Il y a une finalité sociale et un impact concret. La recherche vise à répondre à des besoins réels avec une utilité directe pour les populations concernées. Il y a aussi une approche ascendante, c'est-à-dire que les sujets de recherche émergent des préoccupations de terrain, pas uniquement des chercheurs. Et il y a aussi la souplesse et l'apprentissage collectif, c'est-à-dire que la démarche est adaptable et favorise l'expérimentation et permet d'apprendre aussi sur le processus de recherche lui-même. Concernant la pérennisation et la structuration du réseau, j'ai repéré 5 catégories de difficultés pour le réseau et les boutiques des sciences. En premier, il y a un problème de structuration du réseau, notamment avec l'absence d'identité juridique qui empêche certaines démarches administratives ou financières. Le réseau aussi est perçu comme trop franco-français. Et le constat, c'est une faible participation aussi des boutiques des sciences du Sud aux réunions, surtout aux réunions plénières. Il y a une contrainte financière et institutionnelle, un manque de financement pérenne pour réaliser les activités, une difficulté d'obtenir des soutiens institutionnels. La validation institutionnelle est difficile pour certaines boutiques des sciences et il y a une dépendance au dispositif, comme je vous avais dit, de labellisation. Il y a aussi un problème de ressources humaines et organisationnelles. Il y a un manque de temps pour mener les activités des boutiques des sciences, souvent portées bénévolement, le turnover très fréquent des personnes qui sont impliquées et une faible capacité à suivre des projets en commun, c'est-à-dire entre boutiques des sciences. Il y a aussi un problème lié à la communication et à la valorisation. Il y a des difficultés à diffuser et rendre visibles les travaux réalisés et un problème de traduction parfois de langage scientifique en termes compréhensibles pour les populations concernées. Par exemple, s'il y a une barrière de langage entre communautés. Et enfin, en risque et tension en général, il peut y avoir un risque d'instrumentalisation des boutiques des sciences par certains acteurs qui veulent contrôler les démarches, une tension politique possible avec certaines associations partenaires et un éloignement ou complexité des relations avec les collectivités territoriales en raison des procédures longues et très rigides. Maintenant, je vais vous parler du réseau et de la communication. Et les attentes du réseau sont très diverses. Et dans ce graphique, on observe le faible taux de présence des sujets sur les attentes, sur la communication et sur l'achat. Ainsi, je vais vous parler ce que m'ont dit les membres sur les attentes et ce qu'ils veulent dans le réseau. Par exemple, on veut un réseau qui encourage la mise en place de projets communs, un réseau qui s'appuie mutuellement et partage d'expériences. On veut aussi un réseau qui favorise les rencontres entre professionnels, chercheurs, étudiants. On veut aussi on veut aussi améliorer les conditions d'adhésion et de participation pour favoriser une implication plus large des membres. Les membres aussi expriment le besoin de développer un travail de mémoire et de valorisation. Et aussi, il y a une remarque très importante qui est faite sur le défi de la coordination et d'engagement au sein de réseaux qui freinent le dynamisme. Et la faible présence des membres perçue comme un frein, soulignant l'importance de renforcer l'implication et la communication au sein du réseau. Concernant la communication, pendant mes entretiens, on a surtout parlé des sites Internet et du LinkedIn. Et une grande majorité sont favorables au site Internet, mais ils expliquent que ce dernier implique une maintenance et une pérennisation de ressources, ce qui peut constituer un peu une limite. Mais l'idée pour ce site, ça serait de mettre en place vraiment une base documentaire commune. Concernant le groupe LinkedIn, il perçoit comme une bonne idée pour le partage événementiel ou très précis, pas de documents. Et on m'a dit plusieurs fois qu'il y a une nécessité vraiment de définir la stratégie de communication et de penser à d'autres outils collaboratifs
notamment parce que dans la plupart des pays du Sud, ils utilisent surtout d'autres outils collaboratifs comme WhatsApp ou Facebook qui marchent très bien entre eux. Du coup, l'idée, c'est de penser à des outils plus larges selon le contexte de chacun. Et je voudrais aussi faire la remarque de l'absence de la charte. Les membres, ils font très peu de mentions sur le sujet, ce qui est un peu dommage parce que la charte est un élément fédérateur qui peut servir pour donner une légitimité auprès des autorités. Elle peut servir pour établir un cadre, par exemple le droit et devoir des membres, mais elle doit être discutée, même peut-être réactualisée. Et en tenant compte des obstacles pour la faire signer, notamment dans des problèmes de hiérarchie, il y a beaucoup de boutiques des sciences qui n'ont pas parvenu à la faire signer parce que la hiérarchie n'a pas donné la permission. Concernant la diversité des pratiques et de lexique, je vous ai mis un graphique pour montrer en rouge la recurrence de certains sujets tels que les stratégies de développement, le lexique en commun, la définition des boutiques des sciences et la diversité des pratiques. Alors, en premier, je vais vous parler de la définition des boutiques des sciences. En général, il y a un éventail de définitions qui m'a été donné, mais il y a toujours la mise en avant de la mauvaise compréhension de ce terme de boutique qui donne un aspect marchand qui peut conduire souvent à l'erreur. Et je vous ai mis un tableau où on trouve des éléments très récurrents de la définition des boutiques des sciences. Par exemple, il y a une boutique des sciences est vue comme un dispositif d'intermédiation, une structure ou un dispositif servant de pont entre le monde académique et la société civile. Elle est aussi vue comme un espace de dialogue et de coopération, de rencontres, de collaboration entre chercheurs et citoyens. Une réponse à des besoins sociaux. La boutique des sciences vise à répondre à des demandes sociétales concrètes souvent négligées. Et la boutique des sciences aussi sert de co-construction des savoirs, d'élaboration collective de projets utiles à la société. Maintenant, je vais vous parler un peu des divergences de ces définitions des boutiques des sciences ou des incompréhensions. Et je vous ai mis un tableau pour se questionner justement sur les cibles et les objectifs de la boutique des sciences. Il y a par exemple une divergence institutionnelle contre le social. On se questionne sur l'origine de la structure et sur la cible prioritaire. On ne sait pas si c'est l'université ou la société civile. Il y a aussi une divergence entre idéalisation contre fonctionnalité. Il y a deux discours principaux, soit un discours politique de coopération, soit un discours plutôt opérationnel des boutiques des sciences. Il y a aussi beaucoup de questionnements sur le public visé, qui sont vraiment les partenaires. Et on se demande aussi si vraiment la boutique des sciences a une finalité scientifique ou c'est plutôt pour créer un impact social. On veut savoir quel est l'objectif ultime des boutiques des sciences. À droite, je vous ai mis quelques alternatives et exemples de noms des boutiques des sciences qui existent actuellement. Et concernant le lexicon commun, il y a une question qui se pose, c'est si c'est une bonne idée d'avoir un lexique en commun pour le réseau. Et il y a 5 idées et propositions sur cette question. En premier, on parle de dépasser le cadre national. C'est-à-dire qu'il est nécessaire de dépasser l'esthétique française pour construire une approche véritablement francophone, adaptée à la diversité de tous les contextes locaux. Il doit y avoir une utilité conditionnelle, c'est-à-dire qu'une formalisation ou un langage commun n'a de sens que si la boutique des sciences obtient une reconnaissance politique ou un statut significatif dans les institutions universitaires. On parle aussi de respect de la diversité locale. Les initiatives des boutiques des sciences agissent à l'échelle locale selon leur propre contexte. Alors, il ne faut pas imposer un modèle uniforme, mais plutôt respecter cette pluralité. On parle aussi d'un langage partagé mais souple, mutualisé, mais tenir en compte l'intégration et les conditions qui doivent rester flexibles pour ne pas effacer la diversité des pratiques des boutiques des sciences et d'avoir à l'esprit qu'il faut toujours avoir des valeurs communes avant tout. On peut partager des valeurs et clarifier certains concepts ambigus, mais c'est plus utile que débattre uniquement sur un mot. Après cette analyse, on peut se demander si peut-être il faudrait changer le nom des boutiques des sciences. En général, les pays du Nord ont une très mauvaise connaissance des conditions d'émergence ou de fonctionnement des boutiques des sciences du Sud. Et alors, l'idée de cette analyse est de mettre en avant les déséquilibres actuels entre les boutiques des sciences du Nord et les boutiques des sciences du Sud. Je vous ai mis à gauche un graphique pour montrer la fréquence des sujets dans chaque différence entre Nord et Sud.
Alors, une des raisons les plus notables de ce déséquilibre est le manque de financement, qui devient un frein dès le départ pour les boutiques des sciences du Sud. Ce déséquilibre s'explique aussi par la chronologie des créations des structures et leurs capacités. Les boutiques des sciences du Nord ont une histoire de recherche et les boutiques des sciences du Sud, elles ont été créées plus tard avec un objectif autre, que c'est celui conçu pendant la période coloniale. Elles ont été créées pour former une élite politique au service de la colonisation et pas pour faire une recherche. Il y a aussi une réalité éloignée au nord qui met en défi la visibilité et l'utilité des boutiques des sciences du Sud. Le rapport qu'ils ont avec les communautés n'est pas le même. Notamment, ils ont un contact plus direct avec les populations. Ils tiennent en compte les différences ethniques. En plus, ils ont des enjeux très complexes, parfois vitaux, pour les populations concernées. Le rôle de l'État est très différent et les frontières entre le privé et le public, elles sont floues. Il y a toujours des problèmes de procédure, par exemple avec les visas ou les procédures administratives avec les ambassades. Le dispositif des boutiques des sciences en soi, il est largement méconnu dans les pays du Sud. Il y a un manque de responsables du réseau, ce qui crée un frein pour l'administration, parce qu'il y a beaucoup de financeurs qui n'acceptent pas un réseau non institutionnalisé. Au sud, le travail est souvent du bénévolat. Le travail des membres se fait pendant le temps libre. Les populations font face en plus à instabilité politique ou à des crises. Et il y a un manque en général d'expérience et de formation pour les personnes qui vont mettre en place une boutique des sciences du Sud. Les stratégies de développement sont nombreuses. Il s'agit ici de propositions concrètes faites par les membres interviewés pour structurer le réseau. Et ça peut aider peut-être aux boutiques des sciences émergentes aussi d'en connaître. D'une part, il est important d'observer les différentes formes qu'ont les BDS pour fonctionner. J'ai pris ici à gauche quelques exemples des fonctionnements des boutiques des sciences. Par exemple, dans une certaine boutique des sciences, les étudiants vont directement vers la boutique des sciences avec un sujet de leur choix pour trouver un partenaire. Ça s'appelle du matchmaking. Parfois, les chercheurs ou les partenaires peuvent solliciter le dispositif directement. Certaines BDS mettent en place des ateliers en cours de route pour les projets afin de partager des questionnements ou des apprentissages. Certains utilisent des appels à manifestation d'intérêt. Ils reçoivent des projets variés sur des thématiques diverses, par exemple l'agriculture ou le changement de comportement. Autre moyen de recueil de besoins est fait à travers des grands axes de recherche participative, par exemple la paix et le développement, la santé et l'environnement, l'économie sociale et l'entrepreneuriat. Certaines boutiques des sciences vont prendre aussi comme option l'autonomisation financière, surtout les boutiques des sciences du Sud. Elles vont être financées par les entreprises avec un profit pour les entreprises mêmes, tout en accompagnant le fameux devoir de responsabilité sociale. Ou même, il y a des boutiques des sciences qui vont proposer des pratiques alternatives, par exemple avec les populations directement, pour éviter des longueurs des procédures. Et à droite, je vous ai mis les propositions et remarques qui sont faites pour la structuration du réseau. Alors, concernant la vision et les principes fondamentaux, les membres mettent en avant l'intérêt général qui doit toujours primer, le partage des valeurs qui résulte très important. Il est aussi important de se questionner sur l'éthique et sur le libre examen, avoir à l'esprit qu'il y a beaucoup de thématiques très complexes, interdisciplinaires, qui nécessitent de s'enrichir de savoirs issus de la société civile. Concernant l'organisation interne du réseau, il serait convenable de penser peut-être à un poste permanent dans le réseau, sinon il peut y avoir un risque de disparition. Par exemple, un mi-temps financé par les institutions partenaires des boutiques des sciences, ou penser à mettre en place un poste de communication. Créer un comité de soutien, notamment pour l'appui et l'accueil des nouvelles boutiques des sciences émergentes. Se questionner sur le déroulement des réunions, par exemple, qui va être l'animateur, combien de temps doivent être mises en place les réunions, et lutter surtout contre le désengagement. Pour renforcer les liens avec l'extérieur, il est important aussi de tisser des liens avec les associations, les collectivités territoriales ou les entreprises, chercher des réseaux associatifs, créer des passerelles entre les boutiques des sciences et les dispositifs locaux d'accompagnement, assister à des rencontres avec les parties prenantes, mettre en place des rencontres physiques, notamment dans les pays du Sud.
Et aussi, il serait convenable de penser à cibler des territoires ruraux pour mettre en place des projets. Concernant la reconnaissance institutionnelle et politique, il y a aussi plusieurs fois, on m'a évoqué un poids politique pour faire reconnaître la co-recherche dans les politiques de recherche, notamment en utilisant les labellisations, ce qui peut créer un point dans les discussions du ministère et donner une valorisation plus importante aux chercheurs et alors aux boutiques des sciences. Faire du lobbying ou faire une recherche approfondie sur la possibilité de demander des bourses, notamment pour aider au manque des moyens du réseau. Et il y a aussi une idée de valorisation et de diffusion. Notamment, on m'a donné une idée de penser à publier un article annuel sur ce que c'est le réseau des boutiques des sciences. Maintenant, la grande majorité des membres à qui j'ai fait les entretiens pensent que c'est une très bonne idée de mettre une gouvernance, voire nécessaire. Et ce sujet est à discuter, mais je vous propose ici de vous expliquer pourquoi la question de gouvernance collaborative est soulevée et de vous montrer un exemple de cette gouvernance adaptée au réseau. Et je rappelle que c'est juste un exemple et ouvert à la discussion et c'est entre la théorie et les entretiens. Alors, l'objectif de mettre en place cette gouvernance est de faciliter les échanges et dynamiser les interactions au sein du réseau. Elle permet aussi de définir les stratégies et les livrables, de formaliser et légitimer le réseau, par exemple en mettant en tête des responsables, ça peut être des binômes ou des groupes de trois qui seront en capacité de répondre au nom du réseau. Et ceci est notamment pensé pour les collègues du Sud ou les boutiques des sciences émergentes qui ont du mal à faire passer les financements du fait de l'informalité du réseau et donc ils ne peuvent pas mener des projets. Et cette gouvernance sera aussi collégiale, internationale, participative et transparente en impliquant les différentes parties prenantes même dans la stratégie, dans l'organisation et dans les actions. Ainsi, cette dernière pourra être composée par des groupes tournants, par exemple chaque 6 mois, avec des rôles précis. Et dans ce cas, cette gouvernance, elle peut fixer les grandes orientations du réseau, valider les activités du réseau, définir des priorités. Et j'ai mis l'exemple d'élire un comité de pilotage. Et plusieurs idées m'ont été données par les membres et j'ai fait une adaptation selon ce qui est mieux pour la structuration et mes connaissances en gestion de projet. Alors, une possible composition, ça peut être pensé comme une assemblée de membres, un organe souverain où elle est composée par tous les membres du réseau, un comité stratégique qui examine, approuve les plans stratégiques, le comité de pilotage qui donne conseil, un comité facilitateur pour le soutien administratif, la communication, l'animation du réseau, et des groupes de travail thématiques afin de mettre en place des projets communs entre les boutiques des sciences. Le but de cette gouvernance, c'est la prise de décision, que c'est le plus important. Il s'agit de partager des responsabilités et ces comités, ils peuvent être composés par très peu de personnes à ce stade du commencement. Et pour avoir une gouvernance participative, le cadre de décision doit être collectif. Et du fait du manque de temps des membres et des absences, les votations de ce dernier, elles peuvent se faire via des plateformes de vote pour assurer la démocratie et aussi la transparence de ces décisions et aussi l'avancement du réseau. Et je vous ai mis un exemple d'outil qui peut être utilisé. Et enfin, il s'agit de mettre en place une gouvernance pérenne pour le réseau, c'est-à-dire avoir des rituels de gouvernance, de les faire par exemple pendant les réunions plénières pour notamment donner l'information, la coordination, un temps de bilan, de feedback collectif et des ajustements. Ensuite, je vous ai mis un exemple d'un comité, dans ce cas le comité de pilotage qui est une instance pour créer et pour piloter un projet, dans ce cas le réseau. Et il joue un rôle stratégique notamment dans l'opérationnel. Et la composition, elle peut être soit composée par des représentants des boutiques des sciences, soit coordonnée par des membres qui participent au réseau pour assurer la collaboration. Je vous ai listé les missions, par exemple, d'orientation, de déterminer les priorités, les risques et les obstacles, les délais et le suivi de budget, le contrôle de qualité, notamment donné à conseil, avec quelques tips de réussite. Et enfin, pour la réussite du réseau, il est primordial que chacun des membres du comité
un pouvoir décisionnel dans son département en vue d'avancer les activités, une position de moteur et une envie de voir les choses changer, et un attrait pour le réseau. Pour conclure, et selon les résultats d'entretien, je vous expose des éléments structurels et opérationnels qu'il faut mettre en discussion impérativement. Je vous ai listé 10 thèmes principaux que c'est important de discuter. Et par exemple, la mise en place de la gouvernance, le comité de pilotage, le changement de nom des boutiques des sciences, les réunions, comment elles vont être aménagées, le lexicon commun, la charte, les partenariats et le parrainage entre les boutiques des sciences émergentes et les boutiques des sciences en fonctionnement, les subventions privées, la mise en place d'un poste de communication et la mise en place d'un temps d'échange annuel. Et je voudrais dire que pour le questionnaire qu'on a envoyé, il y a 9 réponses et de ces 9 réponses, on a déjà des idées pour changer le nom des boutiques des sciences. Il y a des propositions aussi du lexique commun et des propositions des fréquences de réunion et même déjà 4 personnes qui se sont portées candidates pour allumer les réunions plénières. Alors, je vous propose de discuter sur ces 10 points et merci pour votre attention.